Il y a encore 5 ans, personne n'avait entendu parler de BYD en Europe et pour cause, le constructeur n'est arrivé qu'à l'été 2023 sur le vieux continent. Depuis, la gamme s'est fortement étoffée avec une offre pléthorique de modèles allant de la citadine au SUV en passant par la berline Seal notamment. Il faut dire que la marque croit beaucoup à notre territoire, à tel point qu'elle a même dépassé Tesla en termes de vente de voitures électriques il y a quelques mois seulement. Elle prévoit notamment de construire plusieurs usines chez nous, mais également d'implanter un centre de recherche et développement en Hongrie. Enfin bref, elle croit vraiment à l'Europe et ça se voit puisqu'elle a dévoilé au mois de juin sa dernière petite voiture en date, la BYD Dolphin Surf que nous avons aujourd'hui à l'essai. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elle va frapper très fort avec un prix de base affiché sous les 20 000 €. Je vous propose évidemment de la découvrir en vidéo, c'est parti. Petit point maintenant donc sur le design de cette nouvelle Dolphin Surf. Alors il faut savoir qu'elle fait partie de la gamme Océan. En fait, chez le constructeur chinois, il y a deux gammes, Océan et Dynasty. Ici donc c'est la gamme Océan dont elle fait partie. Comme la Seal par exemple, en fait tous les modèles qui ont un nom d'animal marin font partie de cette famille, vous l'avez compris. En revanche, cette dernière est normalement connue pour avoir des formes plutôt galbées, plutôt arrondies, etc. Là, c'est vraiment pas du tout le cas de cette Dolphin Surf qui adopte en fait des lignes justement très anguleuses et un petit peu agressives d'ailleurs. Ça se voit notamment au niveau des optiques qui adoptent une forme plutôt triangulaire, mais également du bouclier peint en noir et globalement la voiture est quand même assez dynamique, même si on le remarque, on n'a pas de capot nervuré par exemple et on n'a pas non plus d'éléments de style vraiment imposants, etc. puisque c'est pas du tout une voiture sportive, bien au contraire, même si vous pouvez avoir des surprises et on va le voir juste après durant notre essai. On retrouve bien évidemment le logo de la marque ici en très gros et une calandre pleine avec ce bouclier quand même qui est bien ouvert pour refroidir quand même un petit peu le moteur et qui est peint en noir, qui donne un style un petit peu SUV à la voiture sans être caricatural pour autant, puisque l'auto veut pas du tout avoir un style baroudeur, bien au contraire c'est pas du tout le but, mais on sait que ces éléments sont très à la mode et le constructeur veut séduire et il mise donc beaucoup sur ces éléments de design. On retrouve ici au niveau du capot, ce qui fonctionne assez bien dans l'ensemble. Ce que j'adore sur cette voiture, c'est la teinte lime green, donc qui est très réussie et qui est surtout livrée de série sur toutes les finitions. Évidemment il y a un choix avec des couleurs un peu plus discrètes si vous n'aimez pas ou si vous n'assumez pas cette couleur quand même assez voyante. Il faut savoir que cette BYD Dolphin Surf n'est pas forcément inédite. En fait, elle est dérivée de la BYD Seagull qui est déjà vendue en Chine, dont le nom signifie mouette en français. Sur le papier, les deux sont quasiment identiques. En réalité, il y a quand même quelques petits changements. Alors, il faut vraiment avoir les deux côte à côte pour le voir, mais je vais vous donner un petit indice. En fait, les boucliers sont très légèrement différents. En revanche, les dimensions sont quasiment les mêmes et le style global également. Voilà, donc ça, c'était un petit détail, sachant que la BYD Seagull ne sera pas vendue en Europe. C'est celle-ci qui prend sa place, donc les deux ne vont pas se concurrencer. En fait, c'est juste une version rebadgée et légèrement retravaillée. La Dolphin Surf a plein de concurrentes et évidemment, la Renault 5 en fait partie. Il faut cependant savoir que celle-ci est légèrement plus grande puisqu'elle mesure 3,99 m de long, ça se joue vraiment à pas grand chose pour 1,58 m de haut. Elle est quand même très compacte, vous l'avez vu, et évidemment ça facilite les manœuvres en ville puisqu'on le rappelle, cette voiture est vraiment une pure citadine, même si vous allez voir durant notre essai qu'on peut tout à fait s'aventurer un petit peu plus loin. Je voulais parler globalement de la silhouette de cette auto. Alors moi j'adore, je la trouve très dynamique et très réussie, notamment ici au niveau de la ligne de toit qui est assez dynamique dans l'ensemble et qui se termine ici avec un petit béquet de toit. Ça profitera surtout à l'aéro plutôt qu'à la performance, vous vous en doutez, mais ça rend l'ensemble très fun et très amusant. Ce que j'aime bien ici, c'est cette démarcation noire qui permet de rendre l'ensemble un petit peu plus léger visuellement et de bien séparer le toit du reste de la carrosserie. Ce que j'apprécie aussi, c'est à ce niveau-là les boucliers qui font penser en fait à des protections de carrosserie un petit peu pour un style SUV, même si c'est pas tout à fait le cas, mais on a un petit décroché juste là qui permet de donner un certain caractère à la voiture et surtout de la reconnaître parmi ses concurrentes, même si vous l'avez vu, elle est quand même très reconnaissable et elle ressemble à aucune autre, et ça pour le coup BYD a vraiment bien travaillé. Un point également à ce sujet, il faut savoir que le style du constructeur est signé de Wolfgang Egger qui est le directeur du design de la marque, qui a notamment travaillé chez des marques telles qu'Alfa Romeo et Audi. Il a également signé donc toute la gamme du constructeur, dont cette Dolphin Surf, pour le coup, qui est vraiment très fun. Et c'est vraiment le mot d'ordre de cette auto, amusante, fun et pétillante, surtout, je vous l'ai dit, dans cette couleur. On note que les poignées sont ici intégrées à la carrosserie, ce qui permet là encore d'améliorer le CX, qui n'a pas été précisé en revanche par le constructeur pour le moment. Celui-ci devrait quand même être relativement bon quand on voit la silhouette de l'auto, mais là encore, cela reste à confirmer. Évidemment, impossible de ne pas parler de l'arrière de cette voiture,
voiture, alors qui va très bien pour le coup avec l'avant et qui lui fait écho. On retrouve des lignes là encore très dynamiques et très anguleuses, notamment ici au niveau de ce petit béquet de toit dont je vous ai parlé juste avant, qui est en fait en deux parties et qui inclut le troisième feu stop. Les feux à LED juste là sont en fait intégrés dans une bande rétroéclairée qui est très à la mode depuis quelques temps chez tous les constructeurs, hein, quasiment sans exception, et qui est pour le coup très bien intégré. Le logo de la marque évidemment, le logo du modèle que l'on retrouve juste en dessous. Si certains constructeurs, notamment en Chine, optent pour des logos rétroéclairés, c'est pas le cas ici, hein, c'est vraiment à effet chromé tout à fait classique. Le bouclier quant à lui très proéminent, même s'il n'est pas du tout choquant, hein, dans l'ensemble c'est quand même assez bien intégré, mais ça donne là aussi un style légèrement baroudeur à la voiture et ça lui apporte un petit peu de caractère. Ça lui donne aussi un certain charisme sur la route quand on la voit de derrière. On retrouve ici des jantes de 16 pouces livrées de série sur la finition confort. En revanche, elles sont de 15 pouces sur la finition d'entrée de gamme. Nous sommes maintenant à bord de cette BYD Dolphin Surf. Vous l'avez vu, elle est petite à l'extérieur et à l'intérieur, ça se ressent aussi. Cependant, c'est loin d'être catastrophique, au contraire. Et en fait, on se sent un petit peu comme dans un cocon dans cette voiture. On est bien installé, le poste de conduite est plutôt convaincant et pour le prix surtout, il offre de très bonnes prestations, vous allez voir. La qualité perçue est très satisfaisante. Franchement, pour moins de 20 000 €, c'est quand même très bon. Surtout en comparaison avec d'autres modèles, notamment la Dacia Spring ou encore la Leapmotor T03 qui sont pour moi un cran en dessous quand même de cette Dolphin Surf qui fait quand même très fort. Évidemment, on a des plastiques très durs, hein, et égrenés, mais à l'œil, ça fait quand même le job, hein, largement. On retrouve un matériau ici un peu plus doux. Alors, je sais pas exactement ce que c'est plutôt sympa. L'intérieur est plutôt bien pensé. On a vraiment tout ce qu'il faut. Alors, je vous le rappelle, on est sur la version confort, donc qui coiffe la gamme. Donc, on a pas mal d'équipements. On a notamment un chargeur pour smartphone à induction, deux prises USB. Et ce qui est très bien, c'est qu'on a une prise USB-C, mais aussi une prise USB-A. On retrouve deux porte-gobelets également. Ce qui est un peu dommage, en revanche, c'est qu'on n'a pas de rangement réellement fermé. Ici, on n'a rien du tout au niveau de la coudoir. C'est un peu décevant. On retrouve quand même ici un grand bac où on peut mettre une bouteille d'eau par exemple et quelques affaires, mais j'aurais aimé avoir quand même quelque chose où on peut enfermer des affaires si besoin. La boîte à gants est quant à elle correcte, elle n'est pas immense, mais ça fait largement l'affaire, surtout pour une si petite voiture. Dans l'ensemble, cet intérieur au premier abord est quand même convaincant et surtout assez quali, surtout pour ce niveau de prix. En revanche, il y a quand même quelques petits trucs moi, que je voulais noter qui ne plaisent pas beaucoup sur cette voiture, et notamment l'ergonomie, je trouve qu'il est quand même assez moyenne. Quand on s'installe au premier abord, c'est pas forcément évident de savoir où chercher, de trouver un peu ses repères. Déjà pour la boîte de vitesse, bon évidemment il n'y a pas vraiment de boîte de vitesse à proprement parler puisque c'est une voiture électrique, mais pour le sélecteur en tout cas de marche avant, marche arrière, si on n'a pas été briefé, c'est pas forcément évident de savoir où regarder. En fait, il se situe juste là, au niveau de la console centrale. On retrouve des boutons physiques, donc ça c'est très bien et c'est un point que j'apprécie beaucoup et qui se fait de plus en plus rare aujourd'hui sur les voitures modernes, même si les constructeurs commencent à y revenir. Donc on retrouve donc des boutons physiques, ça c'est très bien, mais le truc c'est qu'ils sont rotatifs. C'est un concept assez original. Et en fait, par exemple, pour changer de mode de conduite, il faut aller vers le haut, vers le bas. Donc ça c'est vraiment un gros souci je trouve sur cette voiture, c'est l'ergonomie. BYD a peut-être voulu simplifier un peu trop les choses et en même temps a voulu faire preuve d'originalité. Mais pour le coup, sur ces éléments-là, est-ce que c'était vraiment nécessaire? Je suis pas vraiment très sûre. Au niveau de la climatisation également, je trouve que c'est un poil compliqué. Alors on a un bouton pour l'allumer et pour l'éteindre, un bouton pour activer la climatisation. Mais ensuite, tout ce qui va être réglage de température, de force, de ventilation, etc., ça va se faire là encore dans l'écran tactile. Fini pour les points négatifs, il y a quand même des choses très positives évidemment à dire sur cette voiture, à commencer donc par l'écran tactile de 10,1 pouces, donc qui fait la même taille que sur une Renault 5 à titre de comparaison. Comme tous les modèles de la gamme BYD, celui-ci est rotatif, il suffit d'appuyer sur un petit bouton, donc on le retrouve sur l'écran, mais on le retrouve également sur le volant. C'est pas forcément une fonction indispensable, sachez que ça existe. Le petit souci en revanche, c'est que ça ne fonctionne pas avec Apple CarPlay. Donc si vous voulez vous mettre comme ça en position verticale et que vous mettez Apple CarPlay, l'écran va se remettre en position horizontale. C'est un petit détail, peut-être que le constructeur va améliorer ça dans le futur. En tout cas, c'est un défaut que j'ai noté sur le BYD Atto 2 également, et qui peut poser problème à certains, même si c'est voilà là encore pas forcément très grave. Ce que j'aime en revanche, c'est la très bonne réactivité et globalement d'ailleurs aussi les graphismes, qui sont tout à fait modernes et très agréables à regarder. L'ergonomie est plutôt bonne contrairement au reste du poste de conduite. On se retrouve facilement, on a des petits raccourcis, on a tout ce qu'il faut. C'est dommage, voilà, je trouve qu'il faille régler obligatoirement
obligatoirement tout ce qui est lié à la climatisation directement sur l'écran. Mais ça, passons. Dans l'ensemble, quand on ouvre une application, ça se fait très facilement, ça c'est très bien pensé. On a d'ailleurs, en parlant d'applications, un large choix. On peut profiter par exemple de YouTube, Amazon Music, etc. Mais surtout de Stingray Karaoke qui est livré de série dès l'entrée de gamme. Et c'est un peu l'un des points forts d'ailleurs du constructeur, c'est un de ses arguments. Sachez qu'il est aussi possible d'acheter en option les micros qui se connectent directement donc sur la voiture, sur les ports USB pour vraiment pousser l'expérience à fond. Je l'ai essayé plusieurs fois, notamment quand j'ai assisté à la présentation de cette BYD Dolphin Surf au mois de juin, et c'est assez intéressant pour le coup. C'est quelque chose, on le sait, les Chinois adorent le karaoké, et je suis contente moi qui s'est ramené ça en Europe, surtout qu'à titre personnel je suis fan de karaoké, donc c'est vraiment très cool. C'est un petit clin d'œil comme ça, et c'est quelque chose qu'on ne retrouve pas sur les autres voitures concurrentes, donc c'est important de le noter. Devant nous, on retrouve un combiné d'instrumentation numérique de 7 pouces. Alors celui-ci n'est pas personnalisable, en revanche on a vraiment toutes les informations nécessaires. Tout est bien indiqué, tout est très clair également. On a le pourcentage de batterie, on a l'autonomie restante, etc. On voit également si les portes sont ouvertes, le niveau de régénération, le mode de conduite choisi, etc. Bref, c'est vraiment très complet et très lisible. Et ça permet de compenser l'absence d'affichage tête haute. Je vous le rappelle, hein, la voiture est affichée à moins de 20 000 €, donc forcément le constructeur a dû faire l'impasse sur quelques éléments. Une bonne chose quand même, c'est que le volant ne le cache pas, même si on le descend vraiment très bas. Là, il est quasiment d'ailleurs au niveau minimum, et c'est pas du tout gênant dans l'ensemble. On retrouve d'ailleurs sur ce dernier pas mal de commandes qui sont bien pensées, et surtout c'est des vrais boutons, c'est pas des touches tactiles ou à retour haptique, et ça c'est vraiment très chouette. Un petit bémol, voilà, ce que je disais, c'est que j'aurais aimé que la régénération au freinage, ça se fasse par exemple avec des palettes comme on a chez d'autres constructeurs. C'est un peu dommage à ce niveau là, mais sinon ce poste de conduite est quand même très quali, surtout pour le prix, je le rappelle. Et un point aussi également que je voulais préciser, donc c'est les sièges qui sont ici à réglage électrique, là encore livrés de série sur notre finition. Je vous dirai le prix à la fin et vous allez être assez bluffé parce qu'elle est quand même, vous l'avez vu, très bien équipée pour un prix quand même très raisonnable. Et je peux vous dire que la Renault 5 a de quoi frémir réellement, surtout que d'ailleurs les sièges sont très confortables, ils offrent un bon maintien et surtout ils sont plutôt bien rembourrés. Ça pourrait être mieux hein, évidemment, et pour ça il faudra par exemple aller voir du côté de la C3 qui est beaucoup mieux à ce niveau là, mais quand même pour ce niveau de prix, moi je trouve que c'est très correct. La position de conduite est également très sympa pour le conducteur évidemment, mais également pour le passager. Je voulais également préciser que l'écran tactile est compatible avec les mises à jour à distance. Il est également équipé de la navigation, livré là encore de série, et surtout il a le droit à la commande vocale. Donc je trouve que c'est quand même très complet là encore pour un tel niveau de prix. Alors évidemment, comme je vous l'ai dit, le constructeur a fait l'impasse sur certains éléments. Il n'y a pas de faux ouvrant, il n'y a pas de toit panoramique non plus sur cette voiture, mais honnêtement c'est quelque chose dont on peut vraiment se passer, surtout pour une citadine. En plus du karaoké, on retrouve également un large choix de jeux, dont notamment Pac-Man juste là, donc on peut y jouer directement depuis l'écran, mais également installer une manette si besoin. Je vous l'ai dit, cette voiture est très compacte, même si elle est légèrement plus grande que la Renault 5. Donc forcément, je voulais vous montrer la banquette arrière pour voir si quand même on peut voyager avec notamment des enfants. Il faut savoir donc que cette auto affiche un empattement de 2,50 m, ce qui est assez petit hein, évidemment, mais quand même, vous l'avez vu, je suis plutôt bien installée. Comme d'habitude, j'ai réglé le siège vraiment à ma taille pour conduire. Je mesure à peu près 1,60 m. J'ai quand même de la place, même si il faudra se méfier si vous êtes un grand gabarit. Vous pourrez être quand même un petit peu à l'étroit, surtout si vous avez une personne assez grande qui conduit devant. Là, ça risque d'être compliqué. Au niveau de la garde au toit, c'est pas énorme non plus, mais ça reste quand même suffisant, surtout si vous êtes petit comme moi. Donc ça, c'est pas trop mal, même si là encore, ce sera quand même des places à réserver pour les enfants. D'ailleurs, on peut voir que c'est une stricte 4 places, donc pas d'espace pour mettre une 5e personne au milieu. N'essayez pas, ça ne marche pas, c'est impossible. La voiture n'est pas très large hein, non plus, donc forcément on a un espace d'ailleurs au coude qui est assez réduit dans l'ensemble, malheureusement. En revanche, ce que j'aime bien, c'est qu'on a quand même des bacs de portière qui sont pas très grands, mais on peut mettre des petites bouteilles d'eau. Ça rajoute un petit confort supplémentaire. On a également des petites pochettes derrière les sièges. Ça, c'est un vrai atout parce qu'on n'a pas ça sur toutes les voitures et ça manque parfois. Donc là, c'est très bien qu'on les ait. On retrouve également un petit rangement juste là au niveau de la console centrale. On peut mettre son téléphone par exemple ou des affaires, une tablette, etc. En revanche, on n'a pas de port USB et on n'a pas non plus de bus de climatisation. Là encore, c'est pas étonnant, la voiture est vraiment pas chère, donc forcément le constructeur a rogné sur quelques éléments. Et moi je trouve vraiment pas ça grave du tout pour le coup, parce que là encore, il faut pas oublier que c'est une auto qui est très abordable. Donc à ce niveau de tarif,
on n'est pas forcément très exigeant et elle fait largement le job pour ce niveau vraiment de prix. Elle affiche d'ailleurs un rapport prix-prestation, moi je trouve qu'il est très bon. On voit aussi d'ailleurs que le design des sièges a été quand même travaillé, ça fait vraiment pas cheap et ça c'est vraiment quelque chose moi que j'apprécie sur cette voiture, c'est que la qualité perçue est vraiment très bonne. Alors bien sûr tout n'est pas positif, hein, je vous l'ai dit, et je voulais aussi vous parler du coffre, mais on va revenir dessus juste après. Celui-ci est pas très grand, en revanche on a une banquette qui se rabat en 2 parties, donc on peut quand même améliorer un petit peu l'espace de stockage si on en a besoin. Mais voilà, il faut vraiment garder en tête que c'est une auto très compacte, une pure citadine. Donc il ne faut pas s'attendre non plus à des miracles et c'est pas un souci si on l'achète vraiment en connaissance de cause. Pour ceux qui ont des enfants en bas âge et qui envisagent cette Dolphin Surf, sachez que l'ouverture de la porte n'est pas forcément très grande, donc attention si vous voulez mettre un bébé parce que c'est pas forcément hyper simple d'accéder à la banquette. Bon, vous l'avez vu, le coffre n'est pas forcément très grand, alors il mesure 308 litres dans cette configuration. Sachez qu'il peut aller jusqu'à 1037 litres quand la banquette arrière est rabattue en 2 parties, comme vous pouvez le voir. En revanche, la voiture n'a pas le droit à un front qu'à l'avant, et ça c'est un peu dommage parce que du coup, les câbles se baladent ici à l'arrière, et forcément ça prend de la place sur le chargement éventuel qu'on pourrait mettre, notamment les courses par exemple. Après vous avoir fait découvrir l'extérieur et bien évidemment le poste de conduite de cette BYD Dolphin Surf, on est maintenant au volant de la citadine. Alors on n'est pas forcément dans le décor idéal pour la conduire, on est ici à la campagne sur des routes assez sinueuses, mais vous allez voir qu'elle est quand même très à son aise sur ce type de parcours et j'ai été d'ailleurs agréablement surprise à ce sujet-là parce que le premier truc vraiment qui m'a frappé sur cette voiture, c'est son dynamisme. Évidemment son diamètre de braquage qui est aussi très bon, mais c'est surtout le fait qu'elle reste quand même assez dynamique et en fait elle me rappelle un petit peu la Renault 5 dans son comportement. Je m'attendais vraiment à avoir une auto un petit peu plus pataude que ça dans l'ensemble et globalement je suis très agréablement surpris sur ce point. On a une suspension qui est assez ferme mais qui est pas inconfortable, attention, qui est pas du tout, qui fait pas mal au dos, loin de là, mais qui est quand même, la voiture est quand même bien sur ses appuis et ça permet de la rendre très dynamique dans les courbes. Même chose pour la direction qui est incisive, beaucoup plus que ce à quoi je m'attendais en fait, et un train avant qui répond là encore au doigt et à l'œil et qui offre une bonne remontée d'informations, ce qui est pas toujours évident sur les voitures électriques. Parfois on sait pas forcément où on met les roues, ce qui participe globalement au confort. Il y a beaucoup de gens qui aiment beaucoup avoir une direction très souple, mais parfois quand on a un grand gabarit c'est pas forcément quelque chose de très positif parce que du coup on peut avoir peur de rayer une jante ou juste de pas vraiment savoir comment ça se passe. Là c'est pas du tout le cas avec cette voiture, déjà parce que le gabarit est quand même tout petit, on l'a vu, mais aussi parce qu'elle est très maniable. On l'a vu en ville notamment, et ici sur ces petites routes où elle est parfaitement à son aise. Je vais accélérer un petit peu le rythme maintenant. Donc il faut savoir qu'on a plusieurs modes de conduite. Là moi je me suis mis en mode normal, qui est le mode que je préconise et que je préfère, notamment sur les voitures électriques, ce qui permet d'avoir un bon compromis entre assez d'accélération mais pas plus de consommation. Parce que le mode sport, évidemment, il rend la voiture plus dynamique avec une meilleure réponse de l'accélérateur. En revanche, ça se traduit évidemment par une consommation un petit peu plus élevée. Alors rien de dramatique non plus, mais il faut le savoir. Le mode éco, je recommande pas forcément non plus parce que ça bride un petit peu les performances et en fait, ça va vous forcer à accélérer un petit peu plus fort. C'est un défaut qu'on retrouve sur toutes les voitures électriques, pas que sur BYD. Au niveau justement de la consommation, c'est un des gros atouts également de cette voiture. Elle est particulièrement basse et ça devrait vraiment rassurer les réfractaires et tous ceux qui n'ont pas envie de passer tout leur temps à la borne de recharge. Alors là, vraiment en direct à chaud, je suis à 11,9 kWh ou 100 km. J'ai fait majoritairement de la ville, mais j'ai fait quand même un petit peu d'autoroute en roulant entre 100 et 110 km/h. La température extérieure, là on est aux alentours de 30 degrés à peu près, donc c'est pas des conditions idéales pour une voiture électrique, même si ça reste quand même correct. Attention, on n'est pas à moins 10 degrés où là vraiment ça fera la différence. Donc voilà, ça vous donne quand même un petit ordre d'idée. C'est une moyenne, j'ai pas pratiqué plus d'éco-conduite que ça et surtout, fait très important, j'ai mis la clim assez fort parce qu'il fait donc très chaud dehors, donc ça aide pas forcément. Voilà, si vous voulez réduire la consommation, il va falloir privilégier par exemple les sièges chauffants en hiver ou les sièges ventilés en été si vous les avez, ce qui n'est pas le cas sur cette voiture. Pour les sièges ventilés en tout cas, parce qu'elle a les sièges chauffants. On est pour rappel sur la version confort
Sport, donc qui coiffe le catalogue et qui est très très bien équipée. On l'a vu juste avant, mais je vous le rappelle encore une fois qu'on est au volant. Alors cette voiture, ce que j'aime beaucoup aussi, alors on a vu il y a des motos qui sont passées juste à côté, et bien c'est l'insonorisation qui est plutôt bonne pour une voiture, je le rappelle, qui coûte quand même moins de 20 000 €. Ça a été vraiment un point qui a été très travaillé. Par exemple, j'ai essayé la Renault 4 il n'y a pas très longtemps, qui est un petit peu plus cher, qui commence à 29 000 €, et c'est pas forcément la même chose. On entend beaucoup plus de bruit aérodynamique. Donc là, c'est vraiment une très très bonne surprise sur cette BYD. Il y a quelques points qui pêchent quand même, elle n'est pas parfaite du tout, et je l'ai évoqué, notamment le manque d'ergonomie, et qui est surtout très frappant une fois qu'on est au volant, parce qu'on cherche parfois des commandes et on ne sait pas trop où les trouver, notamment tout ce qui est relatif à la régénération, au freinage. On n'a pas de palette au volant comme on peut avoir par exemple chez Kia, Hyundai ou sur les nouvelles Renault 4 par exemple. On n'a pas un mode B à régler directement au niveau du commodo pour choisir la marche avant ou marche arrière. Tout se fait directement dans l'écran. Ça, c'est un gros défaut, moi je trouve, et c'est vraiment un des principaux problèmes d'ailleurs de cette voiture, c'est le manque d'ergonomie qui est assez flagrant. Mais dans l'ensemble, à la conduite, je suis assez impressionnée quand même. C'est pas une voiture évidemment qui sera conçue pour faire de la performance ou quoi que ce soit, mais pour une citadine, c'est très très bien quand même. Et comme vous pouvez le voir juste ici, on peut tout à fait sortir de la ville sans aucun problème. Là, je suis sur des routes quand même assez roulantes. Alors évidemment, on ne va pas se lancer dans une conduite très très dynamique, mais je vous l'ai dit, elle a un comportement quand même très rassurant dans l'ensemble, qui me fait penser voilà, à la Renault 5, et ça, c'est une très bonne chose. Un petit peu de fiche technique quand même. Alors il faut savoir que la voiture se décline en plusieurs versions. Je vous l'ai dit, on est sur la finition la plus haut de gamme, avec une puissance de 156 chevaux pour 220 Nm de couple, ce qui est largement assez pour tous les jours, ce qui permet de quand même assurer quelques dépassements parfois un petit peu compliqués. On le rappelle, c'est une voiture donc 100% électrique, avec le couple qui déboule de manière instantanée dès qu'on appuie sur la pédale d'accélérateur. On peut le voir, ça part tout de suite. Alors les accélérations ne sont pas évidemment fulgurantes, c'est pas le but, mais le 0 à 100 est quand même réalisé en moins de 10 secondes, et plus précisément en 9,1 secondes. Ce qui est correct, ce qui est dans la moyenne, et la voiture n'a pas du tout à rougir. La vitesse de pointe est quant à elle bridée à 150 km/h. Ça peut paraître assez peu, en réalité il ne faut pas oublier que ça reste une citadine, et si vraiment vous avez besoin d'aller sur l'autoroute avec, de toute façon l'autonomie va vite vous rappeler à l'ordre, et de toute façon les radars aussi. Donc c'est pas vraiment un souci, elle a été bridée voilà, pour préserver l'autonomie avant tout, et c'est pas un problème sur ce genre de voiture, loin de là, et de toute façon je ne pense pas que vous irez sur l'autobahn avec. Donc là je vais aller sur une route un petit peu plus sinueuse, la route des 17 tournants dans la vallée de Chevreuse pour ceux qui connaissent. Je vais mettre le mode sport. Alors pour mettre le mode sport, il faut aller au niveau des commandes ici sous l'écran. Je trouve que c'est pas forcément hyper intuitif. Une fois qu'on le sait, c'est assez simple, mais il faut quand même le temps de prendre un peu ses repères. En mode sport, à vrai dire, il n'y a pas une très grande différence. Alors évidemment, il faut savoir qu'on n'a pas de suspension adaptative sur cette voiture, c'est un amortissement passif, ça se ressent un petit peu. On a une voiture quand même qui prend un petit peu de roulis dans les virages, même si ça reste quand même tout à fait correct pour une voiture de ce style. Il ne faut pas oublier que la batterie est sous le plancher, ce qui permet d'avoir un centre de gravité plus bas et donc une meilleure tenue de route dans l'ensemble, ce qui fait qu'elle a un comportement quand même très rassurant. Évidemment, on ne va pas rouler comme des dingues avec, c'est pas du tout le but, ça reste une citadine pour aller dans Paris ou dans les grandes villes ou dans les petites ruelles même, mais c'est pas du tout pour faire du dynamisme. Mais si ça vous arrive, sachez que ça se débrouille quand même très bien, c'est rassurant dans l'ensemble, on a une direction qui est tout à fait bien calibrée, qui est pas trop lourde non plus, mais qui est pas du chewing-gum, donc ça c'est une bonne chose, et la voiture reste quand même très maniable et très agile. Là je vais me remettre maintenant en mode normal, avec le petit bouton juste ici, et je vous propose un petit point sur la batterie. Alors il faut savoir que BYD utilise sur toutes ses voitures sa batterie Blade, donc à lame, qui est en fait une technologie vraiment développée par le constructeur en interne au siège en Chine, que nous avons eu l'occasion d'ailleurs de visiter avec le constructeur en 2024. C'est une technologie qui en fait se caractérise par une grande résistance notamment au percement, c'est-à-dire qu'en cas d'accident, si la batterie est percée, elle n'explose pas. Et ça c'est vraiment un point très rassurant. Je l'ai vu de mes propres yeux pendant une démonstration que le constructeur nous avait fait, et c'est vraiment très bluffant. Je vais vous mettre une image d'ailleurs comme j'avais fait pour la vidéo de l'Atto 2, et vous allez voir que c'est vraiment impressionnant.
La batterie Blade, donc qu'on retrouve sur toutes les voitures du constructeur, elle utilise la technologie LFP, donc lithium fer phosphate. C'est une solution qui est beaucoup moins chère que le NMC, pour rappel, nickel manganèse phosphate, qui quant à lui offre un petit peu plus de densité énergétique, mais en revanche coûte un peu plus cher. Le constructeur donc a fait le choix de cette technologie, évidemment, pour réduire le prix de ses voitures. Ça fonctionne, puisque vous l'avez vu, la voiture est quand même affichée à moins de 20 000 €, ce qui est quand même assez bluffant dans l'ensemble. Ici, elle affiche une capacité de 43,2 kWh. On a également une version de 30 kWh sur les modèles d'entrée de gamme. L'autonomie est quant à elle annoncée à 310 km selon le cycle WLTP, donc en cycle mixte bien évidemment, ce qui est là encore tout à fait raisonnable, et en fait c'est dans la même tranche qu'une Renault 5 à titre de comparaison. On a une consommation, je vous l'ai dit, qui est assez basse, qui est plus basse que la R5 d'ailleurs, donc on va pouvoir rouler quand même pas mal, et peut-être même plus que l'homologation si on a un trajet majoritairement urbain, bien évidemment. On a la régénération au freinage, alors il va falloir aller fouiller dans l'écran pour la trouver. On a deux modes, donc un mode normal qui régénère quasiment pas, et un mode fort qui là va vraiment ralentir la voiture. J'aurais bien aimé quand même avoir des palettes au volant ou quelque chose d'un peu plus accessible pour vraiment pouvoir changer en fonction de la situation. Moi, sachez que je l'active jamais ce système, sauf vraiment dans les embouteillages, et donc j'aime bien pouvoir le faire un petit peu à la demande quand moi j'en ai envie, et pas forcément aller dans l'écran pour aller le chercher. En tout cas, sachez que cette voiture, elle est également dotée de la charge bidirectionnelle. Alors pour ceux qui ne savent pas, en fait c'est un système assez ingénieux qui se développe d'ailleurs de plus en plus, et en fait qui permet de brancher un appareil électronique, par exemple une bouilloire, une machine à café, directement sur le port de charge de la voiture grâce à un petit adaptateur, et ça permet en fait d'utiliser la voiture comme une grosse batterie externe. Par exemple, si vous allez en camping ou en excursion, et bien vous pouvez avoir du café directement vous branchant depuis votre voiture et sans utiliser la prise allume-cigare à l'intérieur. Je voulais également vous faire un petit point sur le poids de la voiture, parce qu'il faut savoir évidemment que les autos électriques sont toujours un petit peu plus lourdes que les autres, à cause notamment du poids de la batterie qui est, je vous le rappelle, située sous le plancher. Ici, donc notre BYD Dolphin Surf pèse à peu près 1,2 tonne, ce qui est quand même largement correct. Je voulais également revenir sur l'insonorisation. Là, on a accéléré un petit peu le rythme, et on entend quand même pas mal de bruit aérodynamique. Voilà, je reviens sur mon propos de tout à l'heure. On entend quand même pas mal de bruit, notamment au niveau des rétroviseurs. C'est pas choquant non plus, et sur les longs trajets, ça devrait pas trop vous embêter non plus, rassurez-vous. C'est pas, surtout voilà, généralement on a la musique, etc. Donc ça va. Les bruits de roulement sont pas trop présents non plus. Ça, c'est une bonne chose. Et globalement, l'insonorisation pour une voiture à ce prix-là, elle est quand même largement correcte. On a pas mal d'aides à la conduite aussi. Je voulais faire un petit focus là-dessus. Elles sont très nombreuses évidemment dans le cadre de la norme GSR2, donc il y a pas mal d'aides qui sont obligatoires, et notamment l'alerte de survitesse qui est quand même assez intrusive. Heureusement, on peut la mettre sur pause dans l'écran. Malheureusement, je trouve que c'est un petit peu difficile. Il va falloir aller fouiller dans les paramètres. Alors maintenant que je le sais, c'est assez simple, mais c'est pas du tout intuitif. J'aurais bien aimé avoir un petit bouton, etc. pour pouvoir le faire rapidement. Même chose pour l'alerte de surveillance du conducteur. Alors il y a une petite caméra juste devant moi qui surveille en fait si je regarde bien la route. C'est quand même très important évidemment, mais ça peut arriver qu'on ait besoin de regarder son GPS, etc. Et là, elle se met à biper, mais c'est pas un petit bip amical pense à bien regarder la route. Non, c'est un bip quand même très très fort et très intrusif, et là encore il va falloir aller dans l'écran tactile pour le désactiver. C'est des points voilà à connaître, pas forcément rédhibitoires heureusement, mais ça peut nuire au confort global et à l'expérience. Une fois qu'on le sait, ça va, sachant qu'il faut le désactiver à chaque fois qu'on démarre la voiture, sinon il se remet par défaut dans le cadre évidemment des normes européennes. Je voulais également faire un petit point sur la recharge, qui est quand même un élément très important si vous envisagez d'acheter cette voiture. Alors pareil, il existe donc deux puissances de charge maximale selon la version choisie. Ici sur la version confort, on plafonne à 85 kW. C'est pas énorme, mais ça permet quand même de passer de 10 à 80% en une trentaine de minutes environ. C'est largement suffisant. Évidemment, on aurait peut-être pu espérer un petit peu mieux quand même, mais déjà elle a la recharge rapide, et voilà, on n'oublie pas qu'elle est quand même à moins de 20 000 €, et je trouve que pour ce prix, on a quand même d'excellentes prestations. Bien sûr, quand je parle de ce prix, c'est vraiment la version d'entrée de gamme. On reviendra un petit peu plus tard sur le prix de notre version essayée qui coiffe le catalogue à l'heure actuelle. Mais en tout cas, cette voiture, elle offre de très bonnes prestations. On a une bonne insonorisation, on a un bon confort global. Là, je vais passer sur un dos d'âne et ça se comporte plutôt bien. Alors bon, je roule pas très vite, bien évidemment, parce qu'il est très très haut, mais je suis pas secouée dans tous les sens, et surtout j'ai pas mal au dos. Et en fait, dans cette voiture, on n'a vraiment pas l'impression d'être dans un modèle cheap.
On a évidemment, comme je vous l'ai dit, des matériaux qui sont pas forcément hyper quali et hyper haut de gamme, mais pour ce prix c'est normal et en fait ça me choque pas du tout. Et vraiment, je pense que les autres constructeurs ont vraiment du souci à se faire parce que là BYD a frappé très fort et même si la marque a pas encore une image forcément très réputée ou très bonne, parce qu'on sait que les constructeurs chinois n'ont pas encore forcément bonne presse, ça commence à changer évidemment, mais en tout cas moi je suis sûre que cette voiture on va en voir vraiment partout une fois que les gens auront vraiment découvert cette auto qui a plein d'avantages, au-delà d'avoir un look quand même qui est assez sympa et une jolie couleur, il faut le dire, mais je pense qu'on va en voir partout. Elle a vraiment, cette Dolphin Surf, beaucoup d'atouts à faire valoir et je suis sûre qu'elle va rencontrer vraiment un réel succès. Moi j'ai été très impressionnée en tout cas par cette première impression, par cet essai qui s'est révélé vraiment très concluant, hormis voilà quelques petits soucis d'ergonomie dans l'ensemble et un comportement qui n'est pas forcément hyper rigoureux, mais quand même qui est assez dynamique, surtout pour une pure citadine qui peut, voilà, comme je vous l'ai dit, aller un petit peu à l'extérieur quand même. Voilà, cet essai touche à sa fin. Alors si cette BYD Dolphin Surf vous a plu, sachez qu'elle est d'ores et déjà disponible à la commande à partir de 18 990 €. La version confort de notre essai démarre quant à elle à 23 990 €. À noter que pour l'instant, la voiture n'a pas le droit au bonus écologique, notamment car elle est fabriquée en Chine. Cela pourrait notamment changer puisque, comme je vous l'ai dit, la marque prévoit de construire notamment une usine en Hongrie où elle fabriquera la voiture ainsi que le BYD Atto 2 dont l'essai est également à découvrir sur ma chaîne.